Chapitre 24, pendant lequel s'accomplit la traversée de l'océan Pacifique. Ce qui était arrivé en vue de Shanghai, on le comprend. Les signaux faits par la Tankadère avaient été aperçus du paquebot de Yokohama, le capitaine, voyant un pavillon en berne, s'était dirigé vers la petite goélette. Quelques instants après, Phileas Fogg, soldant son passage au prix convenu, mettait dans la poche du patron John Bunsby 550 livres. Puis l'honorable gentleman, Miss Aouda et Fix étaient montés à bord du steamer, qui avait aussitôt fait route pour Nagasaki et Yokohama. Arrivé le matin même, 14 novembre, à l'heure réglementaire, Phileas Fogg, laissant Fix aller à ses affaires, s'était rendu à bord du Carnatic, et là il apprenait, à la grande joie de Miss Aouda, et peut-être à la sienne, mais du moins il n'en laissa rien paraître, que le Français Passepartout était effectivement arrivé la veille à Yokohama. Phileas Fogg, qui devait repartir le soir même pour San Francisco, se mit immédiatement à la recherche de son domestique. Il s'adressa, mais en vain, aux agents consulaires français et anglais, et après avoir inutilement parcouru les rues de Yokohama, il désespérait de retrouver Passepartout, quand le hasard, ou peut-être une sorte de pressentiment, le fit entrer dans la case de l'honorable Batulcar. Il n'eût certes point reconnu son serviteur sous cet excentrique accoutrement de héros, mais celui-ci, dans sa position renversée, aperçut son maître à la galerie. Il ne put retenir le mouvement de son nez, de là rupture de l'équilibre, et ce qui s'ensuivit. Voilà ce que Passepartout apprit de la bouche même de Miss Aouda, qui lui raconta alors comment s'était faite cette traversée de Hong Kong à Yokohama, en compagnie d'un sieur Fix, sur la goélette la Tankadère. Au nom de Fix, Passepartout ne sourcilla pas. Il pensait que le moment n'était pas venu de dire à son maître ce qui s'était passé entre l'inspecteur de police et lui. Aussi, dans l'histoire que Passepartout fit de ses aventures, il s'accusa et s'excusa seulement d'avoir été surpris par l'ivresse de l'opium dans une tabagie de Yokohama. Mr. Fogg écouta froidement ce récit sans répondre. Puis il ouvrit à son domestique un crédit suffisant pour que celui-ci pût se procurer à bord des habits plus convenables. Et en effet, une heure ne s'était pas écoulée que l'honnête garçon, ayant coupé son nez et rogné ses ailes, n'avait plus rien en lui qui rappelât le sectateur du dieu Tingu. Le paquebot faisant la traversée de Yokohama à San Francisco appartenait à la compagnie du Pacific Mail Steam et se nommait le General Grant. C'était un vaste steamer à rouge, aux 2500 tonnes, bien aménagé et doué d'une grande vitesse. Un énorme balancier s'élevait et s'abaissait successivement au-dessus du pont. À l'une de ses extrémités s'articulait la tige d'un piston, et à l'autre celle d'une bielle qui, transformant le mouvement rectiligne en mouvement circulaire, s'appliquait directement à l'arbre des roues. Le General Grant était gréé en 3 mâts goélettes et il possédait une grande surface de voilure qui aidait puissamment la vapeur. À filer ses 12 milles à l'heure, le paquebot ne devait pas employer plus de 21 jours pour traverser le Pacifique. Phileas Fogg était donc autorisé à croire que, rendu le 2 décembre à San Francisco, il serait le 11 à New York et le 20 à Londres, gagnant ainsi de quelques heures cette date fatale du 21 décembre. Les passagers étaient assez nombreux à bord du steamer, des Anglais, beaucoup d'Américains, une véritable immigration de coolies pour l'Amérique et un certain nombre d'officiers de l'armée des Indes qui utilisaient leurs congés en faisant le tour du monde. Pendant cette traversée, il ne se produisit aucun incident nautique. Le paquebot, soutenu de ses larges roues, appuyé par sa forte voilure, roulait peu. L'océan Pacifique justifiait assez son nom. Mr. Fogg était aussi calme, aussi peu communicatif que d'ordinaire. Sa jeune compagne se sentait de plus en plus attachée à cet homme par d'autres liens que ceux de la reconnaissance. Cette silencieuse nature, si généreuse en somme, l'impressionnait plus qu'elle ne le croyait. Et c'était presque à son insu qu'elle se laissait aller à des sentiments dont l'énigmatique Fogg ne semblait aucunement subir l'influence. En outre, Miss Aouda s'intéressait prodigieusement au projet du gentleman. Elle s'inquiétait des contrariétés qui pouvaient compromettre le succès du voyage. Souvent elle causait avec Passepartout, qui n'était point sans lire entre les lignes dans le cœur de Miss Aouda. Ce brave garçon avait maintenant, à l'égard de son maître, la foi du charbonnier. Il ne tarissait pas en éloges sur l'honnêteté, la générosité, le dévouement de Phileas Fogg. Puis il rassurait Miss Aouda sur l'issue du voyage, répétant que le plus difficile était fait, que l'on était sorti de ces pays fantastiques de la Chine et du Japon, que l'on retournait aux contrées civilisées, et enfin qu'un train de San Francisco à New York et un transatlantique de New York à Londres suffiraient, sans doute, pour achever cet impossible tour du monde dans les délais convenus. 9 jours après avoir quitté Yokohama, Phileas Fogg avait parcouru exactement la moitié du globe terrestre. En effet, le General Grant, le 23 novembre,
passait au 180e méridien, celui sur lequel se trouvent dans l'hémisphère austral les antipodes de Londres. Sur 80 jours mis à sa disposition, Mr. Fogg, il est vrai, en avait employé 52, et il ne lui en restait plus que 28 à dépenser. Mais il faut remarquer que si le gentleman se trouvait à moitié route seulement par la différence des méridiens, il avait en réalité accompli plus des 2/3 du parcours total. Quel détour forcé en effet de Londres à Aden, d'Aden à Bombay, de Calcutta à Singapour, de Singapour à Yokohama. À suivre circulairement le 50e parallèle, qui est celui de Londres, la distance n'eût été que de 12 000 milles environ, tandis que Phileas Fogg était forcé, par les caprices des moyens de locomotion, d'en parcourir 26 000, dont il avait fait environ 17 500 à cette date du 23 novembre. Mais maintenant, la route était droite, et Fawkes n'était plus là pour y accumuler les obstacles.